Donc, merci beaucoup à tout le monde d'être venu ce matin. Merci aux organisateurs. Donc, en effet, je vais vous parler un peu de ce qui existe déjà, où on est, la possibilité de détecter ces crises. Alors, pour mettre en contexte, donc on sait que il y a des crises qui sont plus ou moins graves, qui peuvent avoir des conséquences plus ou moins importantes. Et notamment, malheureusement, dans certaines crises, on peut avoir risque de chute, de blessures, voire de complications graves, avec même un risque de mort subite. Donc, c'est de là vient l'intérêt d'essayer de détecter les crises si possible, pour essayer de mettre à l'abri la personne, d'éviter que ces conséquences arrivent. Et ce qui est le plus important, c'est les crises qui sont associées aux chutes, donc notamment les crises généralisées tonicocloniques, mais il y a d'autres formes de crises qui produisent des chutes aussi. Également des crises avec risque de perte de connaissance, parce que dans cet état, la personne ne peut pas forcément appeler pour de l'aide, etc. Donc il y a un intérêt particulier dans ces types de crises, et aussi les crises qui se passent au sommeil. Donc là, on sait que dans les études de la mort subite, qui est rare, mais qui existe dans l'épilepsie. C'est un risque, il faut savoir, surtout pour les épilepsies pharmacorésistantes avec des crises fréquentes. Donc les crises au sommeil posent un risque particulier. Donc l'idée des détecteurs que je vais vous présenter, c'est qu'on peut se servir des changements physiologiques au niveau du corps, on peut les mesurer lors des crises et utiliser ça pour détecter les crises. Alors, en gros, il y a deux systèmes principaux. Donc, il y a des systèmes qui sont basés sur la détection des signaux EEG. Donc là, il y a beaucoup d'intérêt beaucoup de projets en cours de développement. Mais aujourd'hui, on va juste vous parler des systèmes non EEG. Donc, il s'agit des dispositifs qu'on peut acheter, utiliser chez soi. C'est des choses qu'on utilise en laboratoire avec une utilisation tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on peut mesurer? Qu'est-ce qu'on peut mesurer pour nous aider à détecter les crises? Donc, il y a plusieurs choses. Donc, il y a le rythme cardiaque. Donc, ça a été déjà mentionné pour les nouveaux formes de stimulateurs vagal. Il y a bien sûr le mouvement, au moins pour certaines formes de crise. Donc, ce qu'on peut détecter le plus facilement, c'est les mouvements répétitifs rythmiques. Donc, c'est ça qui a été le plus étudié. On peut regarder la réponse autonomique au niveau de la peau. En fait, il s'agit de la sudation, la transpiration, qui peut être augmentée au cours de la crise et qui va générer une petite différence de courant électrique qui est mesurable par les électrodes sur la peau. On peut aussi mesurer la température et la respiration. Donc il y a des systèmes qui existent donc il y a plusieurs systèmes qui existent déjà, je vais vous montrer. Mais on peut mesurer un ou plus de ces paramètres avec l'idée, avec tout ce qui existe aujourd'hui en termes de technologie sans fil, avec les logiciels aussi, utiliser ces signaux pour créer une alerte qui va prévenir l'entourage. Alors, quel type de dispositif est-ce qu'on a? Donc il y a trois types en général. Donc il y a les capteurs qu'on peut mettre sous les matelas qui sont faits pour détecter bien sûr les crises de nuit. Il y a ce qui est peut-être le plus intéressant comme méthode facile à porter tous les jours, c'est les bracelets. Donc ça, je vais vous montrer des exemples. Et puis il y a des études en cours avec d'autres types de capteurs. Donc bien sûr, on peut utiliser des capteurs ailleurs. C'est pas forcément pratique de porter les électrodes sur soi, mais ce type de système qui peut avoir les avantages quand même par rapport au bracelet en termes d'efficacité, sans limiter, c'est plutôt créé pour utiliser que la nuit, par exemple, pour certaines formes d'épilepsie sévère. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les capteurs, donc là, en plus, c'est un domaine qui est en cours. Qui a débuté il n'y a pas très longtemps et qui est en cours d'évolution. Donc les capteurs sont très loin d'être équivalents les uns à les autres. Alors, quand nous les médecins ou les scientifiques regardent, plutôt les scientifiques, comme a été déjà discuté dans la présentation du Dr Lagarde, on essaie d'évaluer un peu de façon objective quelle est la vraie utilité des différentes méthodes. Donc les deux choses qui sont particulièrement pertinentes à
l'égard des détecteurs, c'est la sensibilité. Donc ça, est-ce que le capteur est suffisamment sensible de pouvoir détecter toutes les crises ou la plupart des crises? Et puis, il y a aussi la spécificité. Ça veut dire, est-ce que le capteur risque de détecter des choses qui ne sont finalement pas des crises? Par exemple, des mouvements qui sont faits au cours de la journée, le sport, etc. Donc ça, c'est les deux choses qui peuvent être évaluées. Donc, il y a relativement peu de revues scientifiques, parce que comme c'est vraiment le début depuis juste pas plus que 5 ou 10 ans en fait qu'on a ce type de dispositif. Donc pour l'instant il y a 2 revues qui ont pris toute la littérature publiée et qui avec les critères précis vont essayer d'évaluer de façon objective quels sont vraiment les dispositifs qui remplissent les critères d'utilité clinique. Alors il y a peut-être une quarantaine d'articles déjà publiés avec des données suffisamment robustes pour dire qu'on peut les évaluer de façon scientifique. Mais ça avance très rapidement, certainement à la fin de cette année, il y aura une 50aine ou plus. Donc c'est quelque chose qui est en plein développement. Alors, je disais que les capteurs ne sont pas tous équivalents en termes d'efficacité. Donc juste pour donner l'exemple de ça, si on prend l'exemple des capteurs qu'on met sous les matelas, donc c'est une sorte de tapis qui va être connecté à un appareil qui va faire le signal pour l'alerte. Et ça se met donc sous le matelas, fait pour détecter les crises de nuit, les crises de sommeil. Donc cette équipe, qui sont plutôt les neuropédiatres, ont pris 3 capteurs différents et ils ont essayé de tester ça de façon prospective dans leur unité de jeux vidéo pour comparer les alertes données par les capteurs par rapport aux crises vues par les médecins, les infirmières pendant le jeu vidéo. Et les résultats sont assez presque choquants parce qu'ils ont vu que, alors que MFIT, donc MFIT c'était évalué ici, a correctement détecté. Alors, si on prend toutes les crises, c'était qu'un tiers de crises détectées finalement, mais il y avait des crises qui étaient très légères, les crises où l'enfant ne bougeait pas beaucoup, donc c'est normal que les capteurs n'aient pas pu détecter ces crises. Mais si on prend des crises tonico-cloniques, dont les crises les plus dangereuses, c'était quand même une performance qui était plutôt correcte, même tout à fait satisfaisante. Alors que 2 autres capteurs fabriqués par MedPage ont pu détecter, donc un capteur a détecté 0 sur 15 crises et l'autre une seule crise sur 15. Donc c'est assez choquant parce que par intérêt, je suis allée regarder sur le site web de MedPage et ils continuent à vendre bien ces produits qui coûtent peut-être entre 230 et 300 € par capteur. Donc il y a un décalage entre ce qui est connu en termes de données scientifiques, cliniques, et ce qui est le monde commercial qui va pousser toutes ces entreprises, bien sûr, de continuer à développer et de vendre leurs produits. Donc, je dis tout ça pour vous mettre un peu en vigilance. Il y aura de plus en plus, je crois, des choses proposées sur Internet, et ça peut sembler très intéressant, mais il faut faire un peu attention à ces aspects. Et juste, pardon, pour compléter sur MFIT, donc là, en fait, j'ai des collègues en Écosse dans un centre spécialisé, moi je suis écossaise, un centre spécialisé pour l'épilepsie qui utilise MFIT. Donc c'est un centre un peu avec des patients qui restent assez longtemps hospitalisés. Et comme ils n'ont pas tous en vidéologie, donc ils aiment avoir les capteurs en plus pour détecter les crises, parce qu'il y a beaucoup de patients sévères. Et eux, ils ont une expérience très positive avec MFIT parce qu'ils détectent un peu plus que 2 tiers des crises. Alors ce qui est important à dire, c'est dans les capteurs de nuit, on ne veut pas qu'il y ait des fausses alertes. On ne veut pas qu'on soit réveillé plusieurs fois dans la nuit avec quelque chose qui sonne. Donc c'est vrai, ces capteurs-là sont faits pour être sensibles si possible, mais c'est très spécifique. Il ne faut pas qu'il y ait des fausses alertes. C'est plus grave dans la nuit qu'avec les bracelets, par exemple. Alors, je vous avais montré tout à l'heure qu'on peut mesurer plein de mesures physiologiques différentes. Donc l'expérience jusqu'ici montre que si on prend plus qu'une mesure, si on combine par exemple l'ECG, ou plutôt le rythme cardiaque,
et la conductance cutanée, la transpiration de la peau, on va avoir les meilleurs résultats si on peut combiner plusieurs choses. Alors là encore, les données sont limitées, mais on a un certain nombre de produits déjà proposés, donc tout ce qui sont listés là sont en forme de bracelet. Et tout ça, on peut déjà acheter sur Internet. Enfin, il me semble bien. Mais ils ne sont pas tous, comment dire, autorisés, ou plutôt, je cherche le mot, ils ne sont pas reconnus par les autorités de santé en termes de dispositif médical. D'accord ? Mais en exception à ça, donc je vais peut-être vous parler un peu de ces détails, j'ai choisi juste ce modèle parce que c'est la seule, il me semble bien, je ne suis pas experte en fait, mais en tout ce que j'ai pu savoir sur le sujet, je crois que c'est la seule qui est approuvée à la fois en Europe et aux États-Unis comme dispositif qui remplit les critères cliniques. D'accord ? Donc, c'est une montre, donc c'est une montre assez discrète en fait, on peut très bien le porter, personne ne saurait que c'est un capteur qui détecte les crises, ça ressemble juste à une montre moderne, créée par cette entreprise Empatica, dont la directrice est cette scientifique, Roselyne Picard, qui a fait ses recherches, et qui continue à faire des recherches aux États-Unis, donc à MIT. Et l'idée, c'est que cette montre va détecter plusieurs mesures à la fois, je vous montrerai, et va pouvoir envoyer des messages au smartphone. Donc il faut avoir un téléphone moderne, un iPhone ou autre, avec une application afin de recevoir des alertes. Et ça peut être, selon l'abonnement qu'on prend, on peut envoyer ça à plusieurs personnes même. Et donc il y a aussi des formules plus ou moins sophistiquées où on peut bien sûr se servir de la géolocalisation qui donne ces smartphones aujourd'hui pour que la personne de la famille sache exactement où est la personne qui fait la crise. Voilà, et puis donc on peut choisir les personnes qu'on souhaite, alerter. Alors c'est assez novateur parce que c'est la seule, il me semble aussi, d'utiliser 4 mesures différentes. Donc ça mesure la réponse électrodermale, dont j'ai parlé, la sudation de la peau, ça mesure des mouvements rotatoires, ça mesure aussi une autre forme de mouvement en 3 dimensions, avec d'autres formes de capteurs, et ça mesure la température. Donc celle-là, en fait, ne mesure pas le rythme cardiaque, mais il y en a d'autres qui l'utilisent. Alors, l'historique de comment ils ont développé cette montre est intéressante parce que, en fait, cette personne, l'équipe de Madame Picard, s'intéressait surtout au départ, pas à l'épilepsie, mais plutôt aux enfants autistes. Ils cherchaient des moyens à aider les enfants autistes, mieux anticiper les moments de stress, les moments de difficulté dans la journée qui pouvaient parfois générer des crises de colère ou des crises de nerfs, sans que l'enfant arrivait à s'exprimer verbalement. Et en fait, ils se servaient de la conductance cutanée, donc cette courant liée à la sudation, et ils ont constaté que pour les enfants autistes, à chaque fois ils avaient une sorte de crise d'angoisse ou une crise de nerfs, alors qu'ils ne pouvaient pas le dire, ils observaient cette pique de conductance cutanée. Et comme chez certains enfants, il y avait aussi une épilepsie, certains enfants qu'ils étudiaient étaient épileptiques, ils ont vu que les pics survenaient également au moment de chaque crise. Donc c'est comme ça ils ont pu commencer à intégrer ça dans leur algorithme, ce qui était assez novateur et qui n'avait pas été fait par d'autres équipes jusque-là. Et cette équipe a vraiment beaucoup publié, ils ont suivi un parcours scientifique tout à fait fiable, robuste, ils ont publié à chaque étape de leurs résultats. Jusque maintenant, des résultats cliniques tout à fait intéressants qui ont fait que là, juste il n'y a pas longtemps, c'est un éditorial qui résume un peu la littérature actuelle, co-signé par M. Rivlin, qui était épileptologue à Lyon, qui disent oui, voilà, maintenant on est vraiment dans la phase où ce type de dispositif va devenir de plus en plus courant, de plus en plus utilisé et doit être mis à disposition des patients. Alors, je vais juste brièvement mentionner d'autres pistes.
Alors, c'est pas vraiment le sujet, parce que cet appareil ici ne sert pas pour la détection des crises à domicile, mais je les mentionne parce que c'est un projet français assez novateur, c'était discuté dans les infos, je crois, au cours de l'année dernière. Et c'est juste pour souligner que aujourd'hui, la technologie développe rapidement. Elle a maintenant plusieurs façons de mesurer les choses sur le corps. On n'est pas forcément dans un lit à l'hôpital avec les électrodes visibles. On peut faire les choses de façon différente. Et j'ai pensé aussi, juste en dire, alors c'est pas les dispositifs, c'est pas les appareils, les chiens, mais c'est quand même un sujet aussi beaucoup discuté. Est-ce que les chiens peuvent détecter les crises? Donc ça reste un peu inconnu, je dirais. En lisant la littérature, c'est sûr, il y a des rapports anecdotiques qui sont très convaincants. Mais je pense qu'il s'agit à chaque fois d'une personne avec des crises particulières et un chien qui connaît cette personne et qui connaît ses crises. Et entre le couple patient-chien, il peut y avoir tout à fait une sensibilité, une possibilité, mais c'est pas chez tout le monde. Et on ne sait pas pour l'instant quels peuvent être les mécanismes sous-jacents. Il y a des hypothèses que c'est peut-être un changement de comportement, et c'est sûr qu'il y a des chiens qui semblent détecter aussi des malaises qui ne sont pas épileptiques, les malaises non épileptiques psychogènes par exemple. Donc ça, c'est probablement une détection de changement de comportement. Mais il y a d'autres qui pensent que ça peut être lié aux odeurs, que nous, en tant qu'humains, on ne sent pas. Mais les chiens sont sensibles, ils peuvent peut-être détecter les petits changements chimiques juste avant la crise. Alors, donc, où on peut aller dans l'avenir? Donc c'est une phase assez stimulante en termes de nouvelles possibilités pour l'épilepsie. Donc il faut le dire, on peut quand même avoir beaucoup d'espoir pour les années à venir. Il y a beaucoup de nouveautés qui se développent. Alors l'idée, un peu la vision un peu de l'avenir avec ce type de détection, ça rapproche un peu à ce que Stanislas nous a expliqué pour la stimulation, la neurostimulation. L'idée, c'est que on pourrait espérer à terme, pas aujourd'hui mais plus tard, se servir de plusieurs signaux physiologiques qui peuvent comporter les signaux périphériques, comme tout ce que j'ai expliqué avec les bracelets, mais aussi les signaux EEG, et les intégrer dans un modèle, avec ensuite un processus d'analyse automatique, donc un ordinateur qui va interpréter ces signaux pour dire voilà, c'est bien une crise, qui va donc alerter la personne, idéalement avant la crise, pas pendant la crise, mais idéalement avant, pour qu'on puisse même essayer de stopper la crise avant que ça commence. Et comment on pourrait stopper? Peut-être dans l'avenir, par un déclenchement automatique de stimulation cérébrale, et même peut-être une livraison locale de médicaments dans le cerveau. Donc ça, c'est des types de possibilités qui sont discutées pour plus tard, et dont il y a des études de recherche déjà en cours. Donc c'est déjà quelque chose en cours d'investigation. Et puis, ce qui a été déjà mentionné aussi, les projets dont on a la chance de participer à Marseille, je pense que ce type de données va être très précieuse aussi pour informer la partie analyse automatique, pour améliorer notre habilité de correctement détecter les crises. Voilà, je vais arrêter là. Je vous remercie beaucoup de votre attention.